Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Sénat, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Délégué interministériel, Mesdames, Messieurs, adhérents, bénévoles de l'association ou personnes qui découvrent l'association pour la première fois. Je suis très heureux de vous accueillir ici au Sénat pour ce colloque autour du 20e anniversaire de la loi handicap de 2005, vu sous l'angle de la dyspraxie ou trouble développemental de la coordination. Donc moi, je suis le président de l'association, Vincent Marron. Je vous présenterai notre association dans un petit moment. Après, nous aurons 3 tables rondes. Donc, une première table ronde sur un rappel de cette loi du 11 février 2005, les objectifs de l'époque, est-ce qu'ils ont été atteints, est-ce qu'il faut écrire une nouvelle loi ou pas, voilà, nous en débattrons. Une deuxième table ronde avec des témoignages, et puis une troisième table ronde autour des propositions, des solutions qu'on peut proposer pour les mois et les années à venir concernant le trouble développemental de la coordination pour les enfants, les adultes atteints de ces troubles. Avant, j'excuse la ministre en charge du handicap, Madame Parmentier-Lecoq, mais qui nous a fait un message vidéo qu'on va vous diffuser. Mesdames et messieurs, cher Vincent Marron, président de Dyspraxie France 10, je regrette de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui pour ce colloque, mais je tenais néanmoins à vous saluer toutes et tous et à vous présenter quelques orientations qui guideront mon action gouvernementale conformément aux priorités fixées par le président de la République dans le cadre de la dernière conférence nationale du handicap. D'abord, je souhaite féliciter l'action de Dyspraxie France 10, association reconnue d'intérêt général et agréée par le ministère de l'Éducation nationale, également comme membre du collectif handicap, qui organise régulièrement des colloques pour être ainsi présente sur 75 départements. Votre association agit avec responsabilité et détermination pour faire entendre la voix des personnes concernées, pour améliorer le diagnostic, l'accompagnement et la qualité de vie de celles et ceux qui, chaque jour, doivent faire face à ces défis. Nous savons aujourd'hui que ces troubles ne sont ni une fatalité, ni une simple difficulté passagère. Ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui nécessitent une prise en charge adaptée et surtout une société mieux informée et plus inclusive. Ensuite, ce colloque prend appui sur des travaux de recherche et c'est essentiel d'amplifier la dynamique de recherche, d'accélérer les connaissances auprès de tous les acteurs de terrain et de faciliter le développement des innovations, notamment celles en lien avec le numérique ou les nouvelles technologies. À sa manière, ce colloque participe à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement en permettant une meilleure sensibilisation de la société dans son ensemble. Les recherches scientifiques ont permis des avancées majeures dans la compréhension de ces troubles et ont ouvert la voie à des stratégies éducatives d'accompagnement plus efficaces. Mais malgré ces progrès, force est de constater que de nombreux obstacles persistent, je le sais, notamment un manque de formation des enseignants, des diagnostics tardifs, des adaptations pédagogiques parfois insuffisantes, une reconnaissance encore trop partielle des besoins spécifiques des personnes dyspraxiques et des représentations souvent erronées de ces conséquences et de ces troubles. Aussi, je suivrai vos travaux avec intérêt et je vous invite à me transmettre vos conclusions et les actes de ce colloque. Enfin, je souhaite d'ores et déjà vous rappeler 3 engagements qui répondent, je le sais, aux attentes des personnes concernées et de leurs familles. D'abord, le dépistage systématique et précoce des troubles dès la maternelle et le début de l'école primaire, afin de permettre une prise en charge adaptée le plus tôt possible et d'éviter des parcours scolaires chaotiques. Une formation enrichie des enseignants et des professionnels de santé sur ces troubles. C'est d'ailleurs une des mesures annoncées lors du CIH du 6 mars dernier sur la formation des enseignants et de l'outillage des équipes. Et je n'oublie pas la formation des médecins, en priorité les médecins de famille ou de ville. J'entends dans ce cadre faciliter le travail entre les professionnels de santé et ceux de l'éducation nationale, travail en commun absolument déterminant compte tenu de la nature de ces troubles et de la manière dont il faut accompagner les personnes. Un accès facilité aux aménagements et aux aides techniques et humaines, notamment dans l'ensemble du parcours, qu'il s'agisse de l'école, de l'emploi, mais aussi du sport et de l'accessibilité en général. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous indiquer rapidement. Soyez convaincus de ma détermination et de mon engagement à faire aboutir ces décisions et ces travaux. Détermination et engagement pour une société plus inclusive, plus juste et plus accessible. Bon colloque à vous.
Alors avant de vous présenter notre association, je voudrais faire quelques remerciements. Je voudrais remercier Gérard Larcher, président du Sénat, qui a mis cette magnifique salle à notre disposition. Remercier Claude Maluret, sénateur de l'Allier, qui est de mon département, qui nous a parrainés pour cette journée. Et puis les services du Sénat, le service audiovisuel, sécurité, etc., qui se sont aussi mobilisés pour que cette journée puisse avoir lieu. Donc je vais vous présenter notre association, Dyspraxie France 10, qui est une association qui a été créée fin 2011, qui est présente sur environ 75 départements, avec 130 bénévoles, donc on est tous bénévoles, on n'a pas de salariés, essentiellement des parents d'enfants dyspraxiques, mais aussi des adultes concernés, et parfois des professionnels qui s'investissent en plus, et qui ont tous une autonomie d'action. C'est ce qui donne la richesse aussi de notre association sur les territoires, et ça c'est important. Donc nous formons nos bénévoles à travers différents outils, différents temps de regroupement, des week-ends de formation. On les a fait travailler ce matin, on va les refaire travailler demain matin. Ils ne sont pas venus à Paris pour se promener. Des visioconférences, des fiches outils pour aider les bénévoles à bien répondre aux familles, aux adultes, à donner vraiment des informations exactes. Ça, c'est très important. Et puis, 3 axes de travail pour notre association. Le premier, c'est auprès des familles, qui est vraiment la base de notre action. Beaucoup de temps d'écoute, d'accompagnement de ces familles pour bien les orienter, bien les accompagner. Même les accompagner physiquement en cas de recours, par exemple, auprès des CDAPH, et puis de l'organisation également de conférences. Le deuxième axe de notre action, c'est la représentation, élément très important également auprès de l'éducation nationale, des médecins, des enseignants, des AESH, etc., des enfants aussi, des élèves. Sensibilisation dans le domaine de la santé, parce qu'on arrive parfois à intervenir dans les formations des médecins, malheureusement pas assez, mais de façon exceptionnelle parfois. Sur la question de l'emploi aussi, parce que nos enfants grandissent vite et rapidement se pose la question de l'insertion professionnelle. Dans le domaine des loisirs également, et puis aussi du sport, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Le troisième axe de notre... et puis ce qui n'apparaissait pas sur l'écran, c'est tout le travail de sensibilisation qu'on peut faire au niveau du permis de conduire, qui est vraiment un chantier très très important qu'a pris en main notre association, avec notamment la formation de tous les nouveaux inspecteurs et tous les nouveaux délégués du permis de conduire, que j'assure depuis plus de 8 ans maintenant. Donc au niveau national, la représentation, c'est le lien avec les ministères ou les délégations interministérielles. Nous sommes membres du collectif handicap, comme cité précédemment, agréé par le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, autant que c'est nécessaire, nous faisons du lobbying aussi auprès des élus locaux puis nationaux, les députés, les sénateurs, lorsque c'est utile. Et puis, représentation au niveau local, donc ça c'est le rôle des bénévoles sur le terrain auprès des agences régionales de santé, des MDPH et CDAPH. Nous sommes présents dans une dizaine de CDAPH, auprès de l'éducation nationale au niveau local et auprès des élus également. Donc, alors, ça n'apparaît peut-être pas dans la petite bande en haut, mais la grande nouveauté de 2024, ça a été la création d'un comité scientifique au sein de notre association. On le faisait de façon un petit peu informelle depuis la sortie de l'expertise collective de l'INSERM, puisque lorsque l'expertise collective est sortie, je me suis dit c'est bien, on a un joli document, la synthèse fait 120 pages, le livre fait 600 pages à peu près, alors je ne l'ai pas appris par cœur, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces préconisations, de ces recommandations? Et donc, j'ai proposé à des membres de l'expertise collective d'y travailler. Et puis, on a décidé d'organiser un peu mieux les choses donc, en créant un comité scientifique. Donc, je vous présente nos membres du comité scientifique. Donc, Sylvie Chocron, qui est chercheuse en neurosciences. Romain Genet, ergothérapeute, qui va intervenir sur notre 3e table ronde. Alice Gomez, qui est enseignante-chercheuse sur Lyon. Sybille Gonzalez, qui est neurologue à Lyon. Nous avons également... on les prend dans l'ordre alphabétique, Domiti Igra, qui est neuropédiatre à Paris, Caroline Huron, chercheuse à l'INSERM, Michael Jury, qui est chercheur en psychologie sociale de l'éducation à Clermont-Ferrand. Donc on n'est pas que sur Paris, c'est important. Mathieu Lesourd, qui est maître de conférence en neuropsychologie, qui est dans le Doubs. Un petit problème de cadrage. Hélène Magnin, qui est neurologue spécialisée dans les adultes, porteurs de troubles du neurodéveloppement. Florence Marchal, qui est médecin père sur Paris. Edith Petitfour, qui est didacticienne des mathématiques. Et puis Laurence Vèvre-Douré, alors qui a un CV long comme le bras, mais pour résumer, professeur en neuropsychologie du développement. Voilà, donc on s'appuie sur ces personnes ressources, sur ces chercheurs, ces médecins, ces spécialistes du TDC, pour
en fait, créer des groupes de travail. Et l'originalité de notre comité scientifique, ce ne sont pas simplement des experts qui réfléchissent entre eux, mais on a souhaité créer des groupes de travail mêlant ces experts avec des bénévoles et des adhérents de l'association. L'expertise d'un côté, l'expérience du terrain de l'autre, ça nous paraissait très important. Donc nous avons créé 6 groupes de travail en fin d'année 2024, un sur les relations internationales, ou pouvoir prendre des exemples de bonnes pratiques à l'étranger concernant le trouble développemental de la coordination, ce qui nous amène déjà à avoir des contacts avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, avec la Nouvelle-Zélande. Et je pense qu'on en aura d'autres, donc avec des certains nombres de rendez-vous, de réunions à organiser. Ça nous permettra de perfectionner notre anglais aussi. Un groupe de travail sur le diagnostic des adultes, qui est un vrai sujet. Autant pour les enfants, il y a eu beaucoup de progrès, même s'il reste beaucoup à faire. Pour les adultes, c'est extrêmement compliqué. Donc là, on est en train de mener une enquête pour savoir où il y a des médecins capables de poser des diagnostics de troubles développementaux de la coordination, éventuellement c'est pas trop de choses, dans les départements, et puis de réfléchir de façon un peu plus large à la question des adultes. La question du sport également, on en a beaucoup parlé, du handisport, à l'occasion des Jeux paralympiques. Il se trouve que le trouble développemental de la coordination ne permet pas de pratiquer des épreuves au niveau international simplement au titre de son TDC. On ne peut pas faire les Jeux paralympiques simplement si on est dyspraxique, il faut avoir un autre handicap. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille et pour lequel on va discuter avec la Fédération française handisport, mais aussi au niveau international, puisqu'il faut agir au niveau international pour ça. Et puis travailler aussi sur la question de la formation des profs de sport, des enseignants de PS, et puis la sensibilisation des fédérations valides, lambda, de différents sports. Un groupe de travail sur l'inclusion scolaire, notamment on met un focus en ce moment sur la formation des enseignants, qui est un sujet récurrent, qui revient tout le temps, et important de s'y pencher avec la particularité du TDC. Un groupe de travail également sur les suites de l'expertise collective de l'INSERM, voir jusqu'où on peut aller à travers ces recommandations, pour pas que ça reste lettre morte. Et puis un autre qui a disparu de mon écran. Oui, le dernier, alors qui est assez particulier. En fait, c'est un groupe de travail qu'on a mis en place pour réfléchir aux liens éventuels, je dis bien éventuels, entre le trouble développemental de la coordination et les maladies du tissu conjonctif, d'autre part. Parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de remontées de parents qui disent mon enfant se fait souvent des entorses, il a des problèmes d'hypermobilité, hyperlaxité, etc. Donc on va aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là pour voir ce qu'il est possible de faire. Éventuellement éviter de passer à côté d'un diagnostic, par exemple. C'est quand même un enjeu qui est très important. Donc il y a des contacts qui sont en cours là actuellement avec des médecins spécialistes de ces pathologies. Nous continuons à travailler sur d'autres sujets depuis de nombreuses années, mais nous continuons à y travailler. Donc le permis de conduire, je vous parlais de la formation des inspecteurs et des délégués du permis de conduire. J'étais avant-hier en rendez-vous téléphonique avec Anne-Marie Gallo, médecin conseil de la sécurité routière, qui était intervenue l'an dernier sur notre colloque. Et voilà, on est vraiment décidé à travailler sur ces différents sujets autour du permis de conduire, notamment la formation des enseignants, des écoles de conduite, la labellisation d'auto-école. C'est pas tout de dire moi je sais faire, mais il faut en être sûr pour envoyer les gens quand même avec sécurité. Et puis travailler également sur l'accessibilité de l'épreuve théorique et pratique, voir si on peut aller un petit peu plus loin aussi, tout en ayant une chose en tête, c'est que la sécurité, c'est vraiment le b.a.-ba est la chose indispensable lorsqu'on conduit. Lorsqu'on est sur la route, ça c'est très important. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus, mais il faut permettre aux adultes avec TDC, leur donner la possibilité de pouvoir passer leur permis de conduire. Nous avons depuis un peu plus d'un an, presque 2 ans maintenant, travaillé sur la question de la parentalité des adultes avec TDC. Nous avons mené une enquête, je pense unique en France, la première du genre, autour des parents avec TDC qui sont parents ou qui veulent devenir parents. Donc une enquête qui a été quand même assez largement relayée avec pas mal de réponses. On peut trouver une synthèse qu'on a réalisée sur notre site internet. Et puis on voulait aussi rentrer vraiment dans le concret. Donc nous avons mis en place des groupes de parole en visio qui regroupent des adultes avec TDC pour parler de ces problématiques.
Et un autre sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est l'orientation post-troisième et post-bac, avec une plaquette qu'on a réalisée, un document sur notre site aussi qui est plus élaboré. Donc tout ça, ça nous amène à travailler en partenariat avec d'autres, et ça c'est fondamental. Alors on travaille beaucoup avec l'Association nationale française des ergothérapeutes, et donc je remercie encore Romain Genet de sa présence. Il y a quelques années, on a réalisé un document d'aide au repérage du TDC à l'école, à l'initiative d'ergothérapeutes. Donc on a travaillé ensemble, on l'a fait valider par la DGESCO, validé aussi par des médecins du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc c'est un document qui est à disposition de tous les enseignants pour éviter de passer à côté du repérage de ces enfants. Au partenariat également avec la Fédération des Francas autour des loisirs, parce qu'il est important que l'enfant puisse s'épanouir aussi en dehors qu'à l'école. C'est un lieu où on peut retrouver confiance en soi aussi. Mais il y a un réel besoin de formation des animateurs. Moi, j'ai assisté à plusieurs réunions il y a quelques années de la mission nationale accueil de loisirs et handicap. Et c'est vrai que le TDC n'était pas beaucoup évoqué, malheureusement. Et puis donc des partenariats avec l'ONICEP autour de l'orientation post-troisième et post-bac, puisqu'on est partenaire de la plateforme Avenir. Et puis un partenariat également avec Atypie Friendly, donc qui travaille sur l'enseignement supérieur, puisqu'on a été relecteur du référent établi par du référentiel établi par Atypie Friendly, donc sur la partie TDC. Voilà. Et ben ça, c'est une redite. Voilà, donc autour de la communication, alors on a la chance d'avoir deux parrains exceptionnels. Le premier, c'est Renan Luce, le chanteur, et le deuxième, c'est Pierre Lemaître, l'écrivain. Et donc, notamment avec Renan Luce, on a réalisé un documentaire il y a quelques années, Dyspraxie, le parcours du combattant. Autant vous dire que le plus simple à trouver, c'était le titre dans la réalisation de ce documentaire, et qu'on peut retrouver très facilement sur Internet. Voilà, j'en ai donc terminé sur la présentation de l'association. Vous trouverez également des plaquettes. On a édité un certain nombre de plaquettes thématiques. Aussi, c'est important de communiquer autour de ce trouble-là. Donc, nous avons un groupe Facebook qui regroupe 10 000 abonnés, un site web, bien entendu, et une page Facebook. Donc, l'investissement total, quand même, je vous donne 2 chiffres pour terminer. Des bénévoles de DFD, c'est 12 000 heures de bénévolat chaque année, certainement sous-évalué, et 40 000 km de déplacement. Donc, vous voyez, une activité comme bénévole extrêmement importante. Nous allons maintenant donc enchaîner avec la première table ronde. Donc, les 3 tables rondes sont animées par Elvire Casson, journaliste, que je remercie vraiment sincèrement, qui était présente à Montpellier l'an dernier aussi pour l'animation de nos différentes tables rondes, et qui va animer les 3 événements là qui vont se succéder. Donc, pour le premier, je vais appeler Marianne Monchamp, Diane Cabois, et en visio, nous avons, si tout se passe bien au niveau technique, Sébastien Saint-Pasteur, député de Gironde. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous entendez, c'est parfait. Et donc, nous allons débuter cette première table ronde donc, en rappelant les objectifs de la loi du 11 février 2005. Est-ce que les objectifs ont été atteints, notamment en termes d'accessibilité, de compensation, et notamment pour les personnes avec troubles développementaux de la coordination. Et puis, on échangera sur les suites à donner aussi de cette loi. Est-ce qu'il faut en écrire une autre? Est-ce qu'il faut moderniser l'actuel? Enfin, voilà, le débat est ouvert. Elvire, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je vais me mettre là. Merci beaucoup d'être présents. Donc, on a une après-midi qui est assez chargée puisqu'il y a 3 tables rondes qui sont prévues. Une première donc sur les objectifs de la loi 20 ans après. On en a beaucoup entendu parler puisque la loi a 20 ans. Donc, on est en présence de l'ancienne secrétaire d'État, alors, que je reprenne, Marianne Monchamp. Et vous êtes à l'initiative de cette loi, donc on va revenir avec vous dessus. Et il y a Diane Cabois, donc, qui est vice-présidente de DFD, et Sébastien Saint-Pasteur, qui est à distance, bonjour, qui est député et qui est conseiller départemental de Gironde. Merci à tous d'être là. Je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça s'était passé, puisque vous étiez au cœur du réacteur, on peut dire, il y a 20 ans, l'origine de cette loi, l'initiative, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je veux vous remercier, Monsieur le Président Vincent Marron, de m'avoir donné la chance d'être des vôtres ce matin, et tout ça, ou cet après-midi, pardon, et tout ça grâce à Diane, qui a été un efficace entremetteur. Alors j'en profite, Monsieur le député, pour vous saluer à distance, et je ne peux évidemment que me réjouir de votre grande implication sur ce sujet d'importance. J'en profite aussi pour saluer Arnaud de Broca, que j'ai vu là-bas tout au fond, le président du collectif handicap, que j'ai plaisir à retrouver, vous tous, mesdames et messieurs. Alors la question qui m'est posée, c'est la loi du 11 février 2005, que s'est-il passé, pourquoi, comment, où en est-on, enfin à peu près ça. Donc j'ai essayé de vous le faire à grands traits. En 2005, quand le président de la République d'alors, Jacques Chirac, a voulu que je reprenne le bâton qui m'était transmis par ma prédécesseuse pour faire adopter ce qui est devenu la loi du 11 février 2005, nous étions au fond en train de chercher pour ce texte un souffle qui permette d'arriver à son adoption par les assemblées parlementaires. Retrouver un souffle, parce que je crois qu'on peut dire que si tout le monde savait, et on le sait encore aujourd'hui, que la volonté du président de la République était immense pour porter une réforme de la politique du handicap dans notre pays. Je rappelle qu'il y avait 3 grands chantiers présidentiels à l'époque: lutter contre le cancer, lutter contre l'insécurité routière et mettre en œuvre une réforme de la politique du handicap. Il avait sur ce plan une implication politique extrêmement forte. Alors certains commentateurs disent que c'était pour des raisons personnelles. Je n'en crois pas un mot. Je crois que c'était une certaine, comment dirais-je, conception de ce que la loi d'ailleurs porte dans son titre complet, l'égalité des chances et la citoyenneté. Et au fond, c'était là un véritable prétexte politique, et c'est comme ça que moi j'ai reçu une commande. Autant vous dire qu'elle n'était pas très précise, la commande. On ne vous dit pas par quel méandre de la pensée il faut passer. Simplement, vous observez qu'on est dans une forme d'impasse de la négociation, et il faut essayer de trouver les moyens de faire aboutir un texte avec une très forte volonté politique. Et donc, se sont posées différentes questions. Déjà des questions de méthode, je vais y revenir. Ensuite, des questions d'orientation du texte, je vais aussi y revenir. Et évidemment, dans ce texte, la référence au handicap cognitif, on va dire ça pour faire court, sur lequel, naturellement, je reviendrai brièvement en essayant de ne pas être trop longue. Vous m'arrêtez quand vous trouvez que je suis trop longue. Voilà. Donc, pour revenir effectivement sur les raisons de se doter d'un commun, en quelque sorte, pour sortir de considérations que, en vous parlant très franchement et très directement, on pourrait considérer comme des considérations catégorielles. Vous voyez, quand on dit handicap, enfin, vous le savez mieux que personne, on dit quelque chose qui relève de la perte de chance, qui relève de la complexité à interagir dans un environnement qui n'est pas pensé pour vous. Mais on dit tout, on dit rien. Quel rapport entre une personne tétraplégique, une personne avec une schizophrénie et une personne qui vit avec une dyspraxie? Je veux dire, il n'y a juste aucun rapport. La seule chose qui fait qu'il y a un rapport entre ces personnes, c'est leur difficulté à exprimer leur citoyenneté dans un environnement qui n'est pas fait pour eux. C'est cela. Et donc, si vous voulez, le risque eût été de considérer qu'on pouvait dans le texte faire une addition des demandes de chaque catégorie, ce qui était perdu d'avance, parce que d'abord, on en aurait oublié, mais aussi parce que, en réalité, ce qui intéresse nos concitoyens, c'est que la loi soit capable de toucher à l'intime de leur situation. Une bonne loi est une loi durable en ce que, quelle que soit la période ou quel que soit le contexte, elle continue de faire sens dans son esprit pour la communauté nationale. Et donc, la difficulté était celle-là.
Donc, à la question de la méthode, je me suis permise, avec ceux qui m'entouraient à l'époque, un cabinet ministériel formidable, mais aussi un tissu associatif remarquable de vitalité, de faire ce qui, à mon avis, est quand même le b.a.-ba, consulter, mais pas consulter pour la forme, pas consulter pour dire « je les ai vus, ça c'est fait ». Non, non, consulter pour essayer de comprendre. Comprendre. Parce que je peux vous dire que ça n'est pas intuitif que de comprendre. On peut savoir et ne pas comprendre. Voyez ? Et la difficulté souvent de la représentation nationale, c'est de passer du cap de « je sais », alors il y a aussi le cap de « j'ignore ». Ça, à mon avis, c'est fautif, mais de « je sais » à « je comprends ». Et le « je comprends » passe par une forme d'immersion, d'attitude d'humilité, où en fait on postule qu'on ne sait rien et qu'on a tout à apprendre. Et tout à apprendre de qui ? Évidemment, des associations et des personnes elles-mêmes. Et ça, si vous voulez, c'est le socle. Et c'est par cela qu'au fil du temps, toujours grâce à cette méthode qui est exigeante, mais qui est incontournable, on a pu faire émerger une notion dont je sais qu'elle est compliquée et qu'encore aujourd'hui elle pose question, parce qu'on l'a dit à l'envers, et donc puisque vous me donnez l'occasion de m'exprimer, je le fais, c'est la question du projet de vie. Certains ont été dire, c'est la double peine, parce qu'on demande à une personne en situation de handicap d'avoir un projet de vie, là où on ne demande pas à un citoyen ordinaire d'en avoir un. Je comprends le film, je vois l'idée. Pour autant, c'est un syllogisme. Car le problème de l'enfant en situation de handicap, quand sa famille est confrontée à sa situation de handicap, c'est cette sidération qui fait que ce qui était prévu, ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait appris de ses propres parents, de sa fratrie, devient beaucoup plus compliqué. C'est pas comme ça que ça se passe. Et cette sidération-là fait que dans certains cas, elle est bloquante à un point qu'on finit par se trouver dans des impasses qui finissent, dans certains cas, par s'appeler, d'un terme absolument inepte, mais que d'aucuns utilisent parce que c'est le seul qu'on trouve, les sans solution. Vous voyez ? Les nulle part, ceux qui ne sont, qui, au fond, parce que leur situation est complexe, se retrouvent dans des impasses de réponse et ne voient pas leurs besoins pris en compte. Oui, juste pardon. Les sans solution, c'est beaucoup pour tous les adultes et les enfants qui ont un trouble du spectre autistique et qui, enfin, c'est à ça dont vous faites référence ou non ? Attendez. Non. Oui. Parce que c'est ce qui se dit dans... C'est ce qui voilà. se dit. Mais moi, c'est un jargon particulier. Oui, c'est un jargon particulier. Mais je le reprends ici parce que je fais le pari que chez tous ces adultes, pour lesquels on n'a même pas fait l'hypothèse que l'on pouvait se trouver face à une situation de dyspraxie, par exemple, parfois même de dyslexie, eh bien, on va se retrouver dans des formes d'impasse du parcours, d'impasse de la réponse qualifiée, et moi, j'appelle ça une situation sans solution au sens de l'impasse. Je n'aime pas bien les approches essentialistes, pour tout vous dire. C'est-à-dire que pour moi, c'est générique le sans solution. Et je prétends que dans certains cas, on n'a pas su trouver, on n'a pas su fabriquer la solution ou la réponse. Donc, pour reprendre mon propos sur l'histoire de la méthode, au fond, l'idée du projet de vie, c'était simplement de dire qu'il était fondamental de redonner à nos concitoyens, avec leurs besoins spécifiques, la possibilité de se projeter pour eux-mêmes et pour leur famille, en fonction de leurs choix, en fonction de leurs préférences, en fonction de ce qui les détermine. Et pour réussir à rendre cette projection possible, alors il fallait se demander comment la loi pouvait disposer des points de repère structurants qui allaient ensuite s'imposer aux professionnels, aux acteurs, à un environnement qui concerne la personne pour les rendre atteignables. Quels sont ces deux grands fondamentaux ? Le premier d'entre eux, c'est l'accessibilité. Alors vous allez me dire, mais l'accessibilité, ça concerne surtout l'accessibilité aux personnes qui ont un handicap physique. On sait bien que non. L'accessibilité éducative, l'accessibilité au savoir, pour le coup, la marche, elle est gigantesque. Et je pense qu'elle concerne beaucoup les troubles 10 et la dyspraxie, à l'évidence. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'est le point. L'accessibilité comme un élément principiel, si vous voulez, qui doit à tout moment nous occuper,
avant de dire on va choisir une solution backstreet, on va choisir une solution de dérivation, commençons par interroger l'accessibilité. C'est quand même la question de l'école, cette affaire-là. Mais il y a beaucoup à dire. Le deuxième élément, c'est la compensation. Le droit à compensation. Le droit à compensation qui est là pour faire socle et pour permettre à la personne et à ses proches de se doter des points d'appui qui vont permettre effectivement de se projeter. Eh bien, c'est ce qu'au fond, le législateur de 2005 a réussi à mettre dans un texte, ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que à la fois la technostructure, à laquelle je rends hommage dans ce lieu républicain qu'est le Sénat, mais qui de temps en temps a la tête dure et persistante à dire ça ne va pas être possible, eh bien, c'est ce que le législateur a eu le courage d'inscrire dans la loi, jusque et y compris à dire un truc qui continue de faire débat et qui a énervé beaucoup de gens, parce qu'il fallait voir, je ne sais pas Diane si vous vous souvenez, mais ce qu'étaient les débats, Oui, il y a même 20 ans. je ne vous raconte pas les noms d'oiseaux que je me suis pris, moi, en bas dans l'hémicycle, ça tombait de partout, quand le législateur a osé dire que l'enfant en situation de handicap devait être inscrit dans l'école de son quartier. Oui, l'école ordinaire. Alors là, panique à bord. On a eu une autre panique avec les architectes, si vous voulez, quand on a Pour parlé de l'accessibilité des lieux. Alors là, tout le monde se roulait par terre. Alors sur l'accessibilité éducative, les syndicats s'y sont mis aussi. Mais est-ce qu'on pensait aux enfants, notamment avec un trouble du neurodéveloppement Alors à cette époque? J'y arrive. Le législateur de 2005, il a accepté, alors avec une définition du handicap dont je sais qu'elle est contestable, Très large, oui. dont je sais qu'elle est contestable, mais qui à l'époque était sans doute la définition la plus audacieuse qu'on pouvait imaginer, avant que plus personne ne comprenne rien. Parce que, vous savez, faire adopter un texte, pour qu'il y ait un consensus, si vous voulez, il faut qu'à un moment donné, la société comprenne de quoi on parle. Vous pouvez faire adopter des textes qui ensuite ne seront jamais mis en application, et d'ailleurs dans la loi de 2005, il y a des choses qui ne sont pas mises encore en application, tout simplement parce que la société n'a pas cette élasticité pour comprendre, et notamment la question des barrières d'âge. Mais passons tout cela. Mais pour en revenir à cette histoire, le législateur, il a, avec cette définition du handicap, qui peut-être est contestable, mais qui était bien pratique, parce qu'elle était numérative et qu'elle dispose la situation de handicap, on fait les deux, et la situation de handicap. Et alors, c'est là qu'on a toutes les numérations. Oui, je l'ai dit peut-être. Avec la liste, si vous voulez. Oui, je l'ai dit, je puis vous complétez. Allez-y. Oui, non, c'est bon. Oui. Non, faites. Donc, c'est l'article 114 du Code de l'action sociale constitue un handicap au sens de la présente loi. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, comment vous dire? Ça fait un cahier des charges vaste. Il y a tout le monde. Pour les législateurs de 2005. Mais ça évite, si vous voulez, de mon point de vue, parce que c'est ça la vocation d'un texte, que la société ne sache pas de quoi on parle. Et le fait d'avoir amené le handicap cognitif dans cette énumération, c'était une victoire. On la doit aux associations. On vous la doit. Parce que ça n'était pas, c'était pas du tout spontané. Déjà, qu'est-ce que les gens pouvaient bien se représenter de ce qu'était le handicap cognitif? Alors, il y avait des gens très avisés qui étaient déjà dedans. Et puis, il y avait quelques figures aussi médiatiques qui ont pu contribuer à bien expliquer ce que c'était, mais convenaient. Et que l'un des risques, c'était de tout faire basculer dans le champ de l'autisme. Vous voyez? Parce que c'était plus facile à transmettre comme forme de communication ou d'explicitation auprès d'un grand public. Les troubles 10 ont toute leur place, évidemment, dans cette définition par la mention cognitive, et je dirais que cela ouvre la voie à une vision en abîme de plus en plus précise et de plus en plus profonde, qui permet effectivement d'éviter de créer des amalgames et qui suggère d'arriver jusqu'à la singularité de la personne. Et au fond, pour ce qui me concerne, ce pourquoi je me suis battue dans ce texte, c'est pour que, si vous voulez, l'approche réformatrice n'oublie jamais la dimension de la situation de la personne dans sa singularité. Et il faut être capable de la retrouver. Alors, sur l'école, effectivement, je considère que, là encore, le fait d'avoir mis cette mention qui est parfois totalement incomprise,
est absolument déterminante. Et contrairement à ce qu'on croit, cette mention dans le texte et cette structuration du texte ne dit jamais qu'on met de force l'enfant dans un environnement scolaire, ça ne dit jamais non plus que l'on crée un schisme entre l'établissement et l'environnement ordinaire, cela dit simplement que la République dispose que l'école est partout là où est l'enfant de la République. Et ça, c'est un principe qui fonde le socle républicain. Et c'est à partir de là, effectivement, que tout un travail a pu être fait, a pu être engagé pour amener effectivement l'école à interroger la manière dont, par son organisation, par la formation de ses professionnels, Qui est arrivé tardivement quand même. qui est arrivé tardivement, mais vous savez, je vais vous dire... Ça arrive en 2019. Hein. Mais, non, mais... Je veux dire, je suis absolument de votre avis. L'idée n'est pas de savoir face à une réforme si c'est demain matin que les choses se fassent. L'idée est que cela imprime un mouvement qui ne s'arrête jamais. Et à la question, faudrait-il faire un autre texte? Je veux dire, s'il faut faire des textes, oui, faire. Ou rester sur la compensation. Mais j'ai envie de vous dire, faire un autre texte pour contourner l'esprit de la loi et pour, au fond, se satisfaire du fait qu'elle est en chemin et qu'elle n'est pas aboutie, et que décidément, beaucoup d'évolutions doivent encore être mises en œuvre dans l'esprit de la loi, je crains que ce ne soit une fausse idée. Il y a une chose que je voulais dire, parce que tout à l'heure, ça a été évoqué par vous, Monsieur le Président, je ne le vois plus, mais... il est là. C'est la question du diagnostic. Alors, je vous livre une sensibilité personnelle. Hein. Donc, moi, je ne suis plus aux affaires, donc je suis d'une liberté totale, c'est absolument confortable pour moi. Alors, la question du diagnostic, elle est absolument décisive, mais à la condition que la manière dont le repérage se met en œuvre le plus tôt possible, et en particulier avec l'extraordinaire action des CAMSP, que je veux saluer, puisque Geneviève Laurent est dans la place, je ne la vois pas non plus, mais je sais qu'elle est là, qui a un rôle absolument, les CAMSP ont un rôle absolument majeur à jouer, c'est que jamais le repérage ne se fasse dans la confrontation scolaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très souvent, l'accès au repérage se fait parce que la situation de l'enfant dans l'environnement scolaire apparaît à un moment comme compliquée. Et c'est très souvent une confrontation extrêmement douloureuse, difficile, pour laquelle l'école n'est pas aujourd'hui, à mon avis, à la hauteur de la marche, et qui ne peut se résoudre que par une approche écosystémique dans laquelle l'enfant et ses proches et l'ensemble de ceux qui peuvent l'entourer à un moment de son parcours sont capables de faire une petite communauté, de prendre soin, qui permet de poser des hypothèses sur une situation neurodéveloppementale qu'on peut interroger. Mais je me défie de la confrontation scolaire parce que je sais les ravages qu'elle a pu occasionner, que ça n'est pas le rôle de l'école et que ça ne doit pas dispenser l'école de renforcer l'accessibilité éducative par tous les moyens. J'ajoute que les troubles 10, et en particulier la dyspraxie, sont un stress test, si vous me passez l'expression, majeur pour l'école, en ce que cela oblige à re-questionner l'accessibilité des savoirs pour tous. Et que c'est par cet investissement-là qu'effectivement, nous pourrons non seulement mieux répondre aux aspirations normales de nos concitoyens avec des troubles 10 et singulièrement une dyspraxie, mais qu'en plus, l'école de la République fera le chemin de la singularité et des besoins spécifiques, ce qu'elle ne fait pas. Aujourd'hui, vous pensez qu'elle ne le fait toujours pas ? Elle le fait beaucoup mieux qu'avant, mais elle ne le fait pas suffisamment. D'ailleurs, on sait bien, quand on regarde les circonstances de l'échec scolaire, quand on regarde le taux, au fond, d'échec et la nature même de ces complexités,
qu'un chemin important est encore à parcourir pour amener à l'accessibilité éducative. Voilà, j'ai été longue, mais si vous voulez, vous m'interrogiez sur la fabrique de la loi de 2005, j'ai tenté de vous donner la méthode qui avait été utilisée parce que c'est la seule à laquelle je crois, pour tout vous dire. On ne sait rien quand on est parlementaire, on apprend tout des parties prenantes et on apprend tout de la société civile qu'il faut questionner et avec laquelle il faut travailler et construire. Le deuxième élément, ce sont des fondamentaux qui, à mon avis, sont pérennes. Accessibilité, compensation, ça je suis désolée, mais la question est posée. Alors elle pose des questions de financement, elle pose des questions de mise en œuvre du texte, et de continuer à avancer sur ce chemin-là. Et le troisième sujet, c'est véritablement la question de l'école, qui se traduit évidemment bien plus tard par toutes les évolutions que la personne peut vivre dans son parcours de citoyen. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre à cette large question que vous m'avez posée. Oui, merci beaucoup. Mais j'ai une dernière question sur les deux piliers de la loi, donc qui sont accessibilité et compensation. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut rester sur ces deux piliers ou est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu différemment en autonomisant, j'aime pas trop ce terme, plus les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'on pourrait faire différemment? Si vous voulez, comment vous dire, l'autonomie, elle ne se décrète pas. Aucun d'entre nous n'est autonome. Vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas. Ce que je sais, c'est que pour exprimer ma citoyenneté, parfois ça marche, et de temps en temps, quand je suis dans certaines situations, je peux échouer dans l'expression de ma citoyenneté. Si brusquement ce micro s'arrête, si brusquement je suis prise d'une violente douleur lombaire, ou que sais-je, mon autonomie à vous dire ce que je pense va être brutalement entravée. Et donc, pour affirmer la citoyenneté, il faut que le socle républicain opère. Et le socle républicain, il est fait de solidarité. Je le dis avec un tout petit peu de solennité, parce que j'ai entendu que l'on pouvait enjoindre les entreprises françaises de renoncer à leurs ambitions en matière de responsabilité sociale et environnementale au motif de la compétitivité internationale. J'ai entendu ça. Moi, je suis une gaulliste sociale, hein, c'est une longue histoire, une longue tradition. Je pense qu'il n'y a de progrès que si le socle républicain est garanti et si la solidarité nationale est au rendez-vous. Donc l'autonomie, qui consisterait à dire, imaginons un monde où en renforçant la capacité d'autodétermination et d'empowerment de la personne toute seule, on l'amènerait effectivement à se libérer de la contrainte de sa situation, me paraît être de très bonnes pratiques, mais à la condition que le pacte social, encore une fois, ne lui retire pas les soutiens, les points d'appui qui lui sont indispensables. Et donc, c'est une vision partagée. C'est une vision partagée. Il ne s'agit pas d'avoir une vision rétrograde qui relève de la relégation, qui relève de comportements, si vous voulez, j'ai envie de dire, ou de vision schématique de ce que peut être la situation de handicap. Nous savons que c'est une interaction. Mais pour autant, l'État, la responsabilité politique nécessite de donner les moyens et les points d'appui à nos concitoyens. Sinon, à quoi sert la collectivité nationale et à quoi sert l'État? Il est là pour ça. Et c'est dans cet esprit qu'il doit venir accueillir l'ensemble des initiatives individuelles que, bien entendu, il est là pour soutenir, accompagner et reconnaître. C'est vraiment un credo extrêmement fort, si vous voulez, que je porte. Je ne peux pas imaginer un monde dans lequel l'individualisme, au fond, conduirait à une autre forme d'inégalité des chances ou de destin, qui est que seuls certains pourraient exprimer leur autonomie parce qu'ils seraient dans des environnements qui, effectivement, les y aideraient et les y accompagneraient. Alors après, cette espèce de double regard que, effectivement, la réponse en protection sociale, on va dire ça comme ça, doit apporter à l'expression de la citoyenneté, il faut encore et encore le travailler, nous sommes loin du compte. Mais vous savez, et c'est peut-être par là que je terminerai. Moi, je suis aujourd'hui extrêmement préoccupée par un sujet de société qui est celui du vieillissement de la population française. Et je sais que dans le champ du vieillissement, les solutions qui sont proposées à nos concitoyens âgés qui sont en perte d'autonomie, c'est la relégation. C'est la relégation. Okay.
Je pense que notre système de protection sociale serait bien inspiré de tirer profit de ce que les parties prenantes de la politique du handicap ont réussi à construire, pour l'amener à, en quelque sorte, interpeller une politique de l'âge qui s'est fabriquée, qui s'est construite sur des valeurs qui ne sont pas celles de la citoyenneté, de la participation, de l'égalité des droits et des chances. Et donc, dans le combat qui est le vôtre, pour ces enfants à besoins spécifiques et ces adultes à besoins spécifiques, je pense qu'il faut aussi que nous soyons conscients que c'est toute l'orientation de notre système de protection sociale qui est en jeu. Et ça, je ne peux pas résister à l'envie de le dire ici, dans cette enceinte, parce que je pense que c'est fondamentalement important pour la cohésion sociale. Merci beaucoup. Diane, est-ce que vous pouvez témoigner? Donc, vous êtes vice-présidente de Dyspraxie France 10, vous êtes parent aussi concerné d'une jeune fille qui vit donc avec un trouble de développement de la coordination. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu en 20 ans, notamment, vous siégez aussi en CDAPH? Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, déjà, un premier petit message. Nous sommes désolés, nous n'avons pas de LSF ni Vélotipie, mais notre association n'a pas tellement les moyens d'organiser cette accessibilité pour tous. Donc, excusez-nous, nous avons fait ce que nous pouvions. La première chose, moi, je voudrais revenir sur cette loi. Ça ne vous a pas échappé que beaucoup de colloques et de réunions, de rapports ont été faits sur ces 20 ans de la loi. Nous, ce que nous avons souhaité, c'est de mettre effectivement le focus sur le TDC. Pas qu'on ne s'inscrive pas dans la loi en général, c'est dans l'esprit de DFD de travailler en interassociatif avec toutes les autres associations. Et je salue Arnaud du collectif handicap. Et je vous invite à lire le rapport du collectif handicap sur les 20 ans de la loi. Donc on s'inscrit complètement dans ces réflexions associatives sur la loi, mais il nous semblait important aussi à un moment de mettre le focus sur le TDC. Alors, déjà, moi, première chose, moi je veux repartir de la définition, l'égalité des chances. Tu tiquais un peu sur le sans-solution, moi je reviens quand même sur le sans-solution, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas sur une égalité des chances. On est dans le handicap ou on n'est pas dans le handicap. Et à un moment, quand on n'est pas dans le handicap, on a le droit finalement à rien. Je prends un exemple. Un jeune qui a plusieurs troubles, plusieurs difficultés qui ne sont pas complètement des troubles, mais des difficultés, mais quand même, quand on les associe, à la fin, ça quand même donne une situation de handicap, sans qu'il y ait un diagnostic de ceci ou cela, mais au bout du bout, ça compte. On en parlait avec des bénévoles, on avait un certain nombre de bénévoles qui disaient « Moi, mon fils, il a un TDC, et il a des troubles de la cognition sociale. » Mais on ne dit pas complètement qu'il est TSA, mais enfin... L'enfant qui a un TDC avec ce type de difficulté, puisqu'on ne pose pas le diagnostic d'autisme, eh ben, c'est quand même pas la même chose. Et si en plus, il n'est pas très bon en orthographe, mais quand même, il n'est pas tout à fait dysorthographique, tout ça, ça se cumule. Et quand on a des difficultés qui se cumulent un petit peu, à un moment, c'est de la situation de handicap. Donc ça, aujourd'hui, cela, on n'en parle pas. Effectivement, il y a les adultes non diagnostiqués. On n'en parle pas. C'est très compliqué, puisqu'aujourd'hui, pour pouvoir faire valoir des droits, il faut un diagnostic. Donc déjà, il faut pouvoir avancer les moyens. Donc maintenant, on a fait des choses pour les enfants, les PCO par exemple, mais un adulte, nous, on a régulièrement des appels d'adultes qui nous disent « Comment je fais ?» Ah ben non, le neuropsychologue, il faut payer, l'ergothérapeute, il faut payer. Non, il n'y a rien qui peut vous aider. Il faut payer, parce que je ne parle pas des endroits gratuits où on pourrait aller, qui n'existent quasiment pas. On n'a pas de personnes formées capables de le faire. Donc il y a une vraie difficulté pour toutes ces personnes qui sont en dehors du champ. La loi, je vais y revenir un petit peu, il faut qu'elle soit généraliste pour tout le monde, mais il ne faut pas qu'elle oublie notre public. Et notre public est aujourd'hui extrêmement mal identifié. Pourquoi ? Parce qu'on est mélangé effectivement avec les troubles 10. Donc vous dites à quelqu'un dyspraxie, il vous dit « Ah oui, c'est ceux qui ont du mal à lire. » Non, je ne vous parle pas de dyslexie, je vous parle de dyspraxie. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Donc on ne sait pas. Quand on est à l'école, par exemple, eh ben, on a des Ulysse TSLA quelquefois. Bon, alors on est quelquefois dedans, mais on a des jeunes qui sont dans des Ulysse pour une déficience visuelle, parce qu'ils vont avoir surtout des troubles visuospatiaux. Il y en a qui sont dans des Ulysse pour handicap moteur, parce que c'est plus le graphisme et le geste
qui est plus important. Et finalement, quelquefois, ça va dépendre de la comorbidité qui va être là, ou trouble du comportement, ou autre chose. Donc, on est très mal identifié. Demandez à l'école combien il y a de dyspraxiques, elle n'en sait rien. La MDPH n'en sait rien. On est très très mal identifié. Donc c'est les vrai chiffres, c'est 5% quand même. Hein, oui, grosso mais ça, modo. c'est Non, mais voilà. Mais les organismes aujourd'hui ne savent pas dire, ne savent pas dire exactement combien on est, qui on est, etc. Et donc les médecins, pas nécessairement non plus. Hein. Oui. Et puis, non, mais il faut le dire quand même, dans le dépistage, ça n'aide pas. À ce que disait la l'école, par exemple, à en l'université, on n'est pas dans les mêmes catégories. Donc, si on veut faire des évolutions de cohorte, on n'en sait rien, parce qu'une fois, on va être dans les troubles moteurs, une fois, on va partir dans les troubles du langage et de la parole. Bon. Enfin, on part un peu là où on veut bien nous mettre, selon la personne, finalement, qui a coché la case. Donc, un problème vraiment d'identification. Tu parles des professionnels. Eh oui, un des gros problèmes, c'est que pour avoir un diagnostic, il faudrait avoir des professionnels. Vincent l'a dit. Sur les adultes, on ne sait pas où sont les neurologues qui peuvent poser un diagnostic. Moi, en région parisienne, je cherche toujours pour pouvoir orienter les gens. C'est un vrai casse-tête. On n'a pas de professionnels d'accompagnement. Donc ça, c'est la première chose. Après, je voudrais parler de points un petit peu concrets, quand même, en revenant un petit peu à la loi. Donc, problème de financement. Problème de financement, je le disais, en amont de la reconnaissance. On n'a pas de diagnostic, on ne rentre pas à la MDPH. Même si, je rappelle qu'on n'est pas le handicap, ce n'est pas la MDPH. Hein. On peut très bien être en situation de handicap et pas faire de dossier MDPH. Ça a été très compliqué pour l'éducation nationale de le reconnaître. Expliquer à l'éducation nationale que quand on a un PAP, parce qu'on veut être dans l'accessibilité, c'est bien pourtant quand on a un trouble permanent et donc qu'on est en situation de handicap. Mais non, c'est les PPS. Mais non, un PAP, oui. On est en situation de handicap, ce n'est pas une difficulté passagère. Donc ça, c'est déjà la notion de handicap, c'est extrêmement compliqué. Non, la MDPH, c'est la maison pour la compensation, ce n'est pas la maison qui dit si on est handicapé ou pas. Donc je le disais, le financement, par exemple aussi, un adulte, après 20 ans, il ne comprend pas comment je fais pour faire payer mes soins. Non, il n'y a nulle part où on a le paiement des soins. Parce que pour les enfants, ça a été mis pour les moins de 20 ans, parce que les enfants, c'est jusqu'à 20 ans, pardon. Les moins de 20 ans, c'est à la MDPH, mais après, on n'a aucune solution. Et puis, de toute façon, on n'a pas de professionnel qui pourrait le faire. Donc ça, c'est la première chose. Après ça, par exemple, on a dans les textes, alors moi je reviens sur un texte qui est sorti dernièrement là, sur... le dépistage ? Oui, 2024-2028, où donc on doit avoir un dépistage, mais avec des médecins dûment formés. Ils sont où les médecins dûment formés, quoi, honnêtement, moi je vois encore des médecins, on leur dit dyspraxie, TDC, ils n'ont même pas entendu le nom. Ça me rappelle une assemblée générale qu'on avait eue avec DFD, où on avait eu un monsieur qui s'était levé dans la salle en disant voilà, moi je suis médecin généraliste, j'ai un fils de 13 ans qui a une dyspraxie, j'ai mis très longtemps à diagnostiquer parce que je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Il était médecin, c'était il y a quelque temps, mais ce sont des choses qui existent encore. Pour le handicap, et là je vais revenir sur la compensation, à la MDPH, il y a une Bible extrêmement importante qui s'appelle le guide barème. Ah oui, je suis désolée, je ne peux pas être à un colloque sans parler du guide barème, parce que c'est quand même un peu spécial. Le guide barème... 2007 2007, pas actualisé depuis 2007, donc autrement dit, les neurosciences, on les oublie un petit peu. Une vision extrêmement médicale, et qui permet d'ouvrir certains droits. Donc il y a certains droits qui ne sont pas ouverts aux personnes qui n'ont pas un certain taux. Je pense par exemple à l'AAH, l'allocation adulte handicapé. À partir de 81%, c'est automatique. Entre 50 et 79%, il faut avoir une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, RSDAE, c'est-à-dire une incapacité à travailler au moins à mi-temps. Bon. Et là, on peut y prétendre. En dessous, on oublie. Et le problème, c'est que le guide barème permet de rentrer là-dedans. Mais le guide barème, si on regarde le guide barème, déjà, on n'y est pas. Hein. Moi, j'ai essayé de pointer ce qui pouvait concerner ma fille. J'en cherche un peu partout. J'arrive pas à avoir une vision globale de ma fille. C'est extrêmement compliqué. Donc, on doit mettre du 5% plus du 10%. Mais 5 et plus 10, ça ne fait pas 15. Il faut bien le comprendre. Donc, le guide barème, c'est cette Bible d'entrée. Et donc, ces droits comme l'AH, il faut d'abord passer par le guide barème. Mais le guide barème, il ne tient pas compte de l'environnement, qui est quand même la loi
de 2005, c'est de tenir La compte, situation. et la Convention internationale des droits des personnes handicapées, on tient compte de l'environnement. Non, on part d'un guide barème médical. Et après, on détermine si la personne est en capacité de travailler ou non. Ce sont deux sujets différents. On n'évalue pas la capacité à travailler, on commence par le taux. Moi qui siège en CDAPH, ça m'arrive régulièrement de ne pas pouvoir attribuer des droits parce que c'est le médecin qui donne le taux et que nous, on n'a pas de possibilité de changer le taux. On y arrive quand même, mais c'est très compliqué. Et donc, on a des droits sur lesquels on ne peut pas s'exprimer parce que le taux n'est pas suffisant. Donc ce guide barème, vraie problématique. Deuxième sujet quand même qu'on voit à la MDPH, c'est la prestation de compensation du handicap. La prestation de compensation du handicap, c'est pareil. On a un certain nombre de critères qui permettent de définir si on y a le droit ou pas. D'abord, la PCH, et puis après, donc, la prestation de compensation du handicap, et après les différentes PCH. Mais nous, déjà, les personnes avec TDC, elles rentrent quasi, à part s'il y a des comorbidités, elles ne rentrent pas beaucoup dans les critères pour la PCH. Quand même, on a eu une avancée en 2023. On a pu ouvrir la PCH justement aux personnes avec des troubles cognitifs, troubles du neurodéveloppement et handicap psychique pour pouvoir quand même revoir un petit peu ça. Mais on n'y est toujours pas. C'est-à-dire que si on ne rentre pas là-dedans, eh ben, on ne va pas pouvoir rentrer dans les différentes prestations de compensation du handicap. Et je vais prendre un exemple qui peut concerner les dyspraxiques, et Vincent en a parlé. On a un groupe de travail sur la parentalité. On a aujourd'hui des adultes avec dyspraxie, il ne l'a pas dit vraiment, mais soit qui ont un enfant et qui sont en difficulté, soit qui sont en désir d'enfant et qui hésitent à franchir le pas, soit ceux qui renoncent à avoir un enfant parce qu'ils se disent qu'ils n'auront jamais l'aide nécessaire à avoir un enfant. Aujourd'hui, où on dit qu'on a tous le droit à la parentalité, eh ben non, on se rend compte qu'on a des personnes dyspraxiques qui ne rentrent pas dans l'éligibilité à la PCH parce qu'ils auraient ce besoin d'accompagnement à la PCH parentalité et ils ne peuvent pas y accéder. On n'a pas de PCH pour le permis de conduire. Quand on a des personnes qui font 120 heures de conduite, on n'a pas de financement, on n'a rien. Et donc là, on se rend compte que sur un certain nombre de mesures, le TDC n'est pas suffisamment connu, pris en compte. Est-ce qu'on ne fait pas du lobbying suffisamment fort? J'en sais rien. Pourtant, on se bat avec nos petits bras de bénévoles. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc, si je repars de la personne et de l'égalité des chances, eh ben, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a tout un tas de personnes qui passent à côté. Parce qu'ils ne sont pas complètement ceci, ils ne répondent pas complètement à cela. On a prévu certaines choses pour certains, mais finalement, pas tout le monde. Et donc, moi, j'aime bien dire qu'il y a quand même un continuum, et ce continuum, je crois qu'on l'oublie souvent. On est handicapé ou on ne l'est pas, si on est un petit peu au milieu, un petit peu à la marge, et là, c'est un problème. Et finalement, on se rend compte qu'il faut... C'est terrible à dire, mais pour les enfants, c'est souvent ce qui se passe un peu. L'enfant, il n'est pas assez ceci, pas assez cela pour qu'on s'en occupe. Et on attend qu'il s'écroule, qu'il ait la tête sous l'eau pour dire, bon, maintenant, on va peut-être le repêcher. Voilà. Moi, j'ai eu le cas une fois, je le cite, mais c'est parce que ça m'avait beaucoup agacé, un jeune qui n'était pas assez en situation de handicap pour avoir un dossier à la MDPH et une AEH, et qui, 1 ou 2 ans après, on a revu le dossier passer pour une demande d'orientation au IME. Là, on se dit... on est peut-être passé un petit peu à côté de quelque chose. Et donc, on n'est pas dans ces mesures de prévention. On n'est pas dans la prévention, on parlait d'estime de soi, de toute la prise en charge psychologique. Souvent, on dit, nous, la psychologie, on en a besoin pour les personnes qu'on représente, mais souvent, comme une conséquence du handicap, ce n'est pas en amont, ce n'est pas de la psychanalyse. Hein. Bon, mais on en a besoin. Mais on pourrait en avoir moins besoin si on agissait un petit peu plus tôt. Et là, on se dit, on a encore des choses à faire. La loi, il y a plein de choses intéressantes, mais bon, d'abord, elle date un peu, puis la loi, on l'applique ou on ne l'applique pas. Je vous rappelle, aujourd'hui, le PPS est obligatoire. Combien d'entre vous ont fait un petit sondage, parents d'enfants scolarisés ont eu un PPS rédigé? Voilà, on ne se bat pas beaucoup quand même pour avoir un PPS rédigé. Et pourtant, c'est la loi. Moi, je sais qu'en tant que citoyen, si on me rajoute un impôt, je dois le payer tout de suite. Bon, là, ben, c'est quand on veut, on le fait comme on peut. Donc après, j'entends, il y a des difficultés pour répondre aux gens, mais
Est-ce qu'il faut réécrire une loi quand on voit que de toute façon les lois... Alors il y a des choses qui sont totalement obsolètes aussi quand même dans la loi, mais bon, ça on passe après. Mais on a quand même énormément un problème dans la mise en œuvre, dans l'esprit même de la loi. On commence par l'esprit de la loi qui n'y est pas aujourd'hui, en tout cas pour notre public. Ouais, mais, enfin, Diane vient de faire une démonstration, enfin je trouve, absolument remarquable de ce qui doit régir le mode de fonctionnement des institutions républicaines. Il y a la loi, l'esprit de la loi, le cadre légal, et il y a ensuite la mise en œuvre et l'application. Et tout ce que vous venez de démontrer, mais avec une force qu'on vous connaît, Diane, et qu'on partage, et une indignation qu'on partage, mais si vous voulez, relève de la mise en œuvre et de fonctionnement administratif qui, quelque part, distorde, dévoie l'esprit de la loi. Et ça, c'est un mal institutionnel que nous devons combattre. Et quand vous dites on fait du lobbying, on n'en fait peut-être pas assez, je ne sais pas. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'une interpellation extrêmement directe du décideur public pour lui demander comment, au fond, dans la fabrique de la mise en œuvre des textes, et en l'occurrence de celui-là, puisque c'est celui dont on parle, il entend respecter l'esprit du législateur. C'est indispensable, c'est incontournable. Parce que, si vous voulez, quand on parle du guide barème, on voit bien aujourd'hui tout ce que ça sous-entend au niveau institutionnel. Ça sous-entend des financements départementaux, monsieur le député, qui sont, comme on sait, contraints. Et quand je dis contraints, je pense que c'est un mot pudique pour dire qu'on est à l'étiage. Avec, de ce fait, une approche assez malthusienne qui consiste, au fond, à construire les réponses sur la base de restrictions. Voilà. Et alors, je ne suis pas en train de dire qu'on peut raser gratis, et je ne suis pas en train de nier des situations économiques, sociales complexes qui nous sont faites. Je suis simplement en train de dire qu'on explique toutes les contraintes que vivent nos concitoyens par ce mode de fonctionnement-là, qui est un mode de fonctionnement fondé sur la restriction et sur le « ça ne va pas être possible ». De la même manière, cette vision en silo que tous vous dénoncez, qui consiste à saucissonner, à découper la situation de la personne en autant de possibilités, accès aux droits qu'elle-même est tout à fait incapable de reconstruire. Et même vous, experte que vous êtes, Diane, vous arrivez à faire le résultat que 10 plus 5, ça ne fait pas 15. On est bien au cœur de ce sujet-là, si vous voulez, qui consiste vraiment, alors là, pour le coup, à interroger la manière dont notre système de protection sociale doit se réformer. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait idéalement faire une grande étude expérimentale sur les sans-solutions, mais pas au sens de tout à l'heure, au sens que nous venons de dire. Et aller regarder sur la base de cas réels pour lesquels on est précisément dans l'impasse de la réponse. Comment, par quels moyens on pourrait débloquer l'impasse ? Dans le dossier des sans-solution, au sens où vous l'entendiez tout à l'heure, on a fini par trouver un vocable qui a été d'appeler ça RAPT, réponse accompagnée pour tous. Si vous voulez, quand ça commence par comment dirais-je, une énumération de lettres. Un acronyme. Oui, un acronyme décidé par une technostructure, vous pouvez vous dire que le truc est mal embarqué, parce qu'on est déjà dans la restriction. L'idée n'est pas de dire RAPT, l'idée est effectivement de partir du réel. Et moi, je ne saurais trop recommander que sur la base de situations réelles, on puisse refaire marcher la machine à regarder ce qui ne passe pas, ce qui coince, pour précisément faire porter l'effort sur ces points de blocage. Et c'est sans doute comme cela qu'on pourra mettre en œuvre ce qui relève très souvent du réglementaire et pas de la loi. Alors après, il y a une interrogation légitime sur l'esprit. Sur l'esprit. Mais très honnêtement, je pense que la plus grosse difficulté que vivent nos concitoyens, ce sont dans ces empêchements, qui sont des empêchements essentiellement technocratiques, est fondée sur un principe de restriction.
Merci. Alors, monsieur le député Saint-Pasteur, je me tourne vers vous. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'une loi transpartisane que vous avez déposée début février 2025. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous voyez aussi au quotidien, en contact avec les gens donc, de Pessac, les habitants de Pessac, les empêchements auxquels ils peuvent être confrontés? J'imagine que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez déposé ce projet de loi transpartisane. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci pour les propos qui ont été adressés et qui sont assez intéressants parce qu'ils permettent de naviguer entre l'esprit de la loi, presque une vision civilisationnelle de notre pays, et puis la mise en œuvre effective. Alors, j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider une CDAPH, donc ça m'a fait beaucoup écho là, quand on entend parler de guide barème et de RSDAE. C'est passionnant, mais c'est là où en fait la loi elle s'applique et où on voit qu'il y a des restrictions et des empêchements qui sont encore très important. Alors, je n'ai pas déposé de loi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai porté une initiative un peu différente, qui était celle de demander au gouvernement de partager son temps de travail gouvernemental avec le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, pour mettre à l'agenda politique de 2025 un texte de loi d'amélioration d'effectivité dans le champ du handicap. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et ça a été évoqué à plein de reprises, il y a énormément de nécessité de modernisation et de mise en œuvre effective de la loi de 2005. Et pas que de celle-là d'ailleurs. Je vais prendre un exemple. J'ai été candidat aux élections de 2024. La loi impose depuis 2022 que tous les candidats déposent une profession de loi en facile à lire et à comprendre au niveau de la préfecture. Et j'ai constaté en fait que j'étais le seul candidat sur ma circonscription à l'avoir fait. Tout simplement, la loi, elle permettrait, je vais parler d'un mot qui fait beaucoup discuter aujourd'hui, si on impose en fait que cette obligation fasse l'objet d'une inéligibilité si elle n'est pas respectée par les candidats, je vous promets que du jour au lendemain, tous les candidats déposeront une profession de loi en facile à lire et à comprendre. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent être améliorées, mais si on regarde le dernier kilomètre des politiques publiques, moi j'ai toujours été étonné qu'on puisse ouvrir en CDAPH un droit à un matériel pédagogique adapté, sans forcément qu'il y ait une AEH qui permet de financer l'ergothérapie pour la prise en main de cet ordinateur. C'est quelque chose qui est incohérent parce que au final, le peu d'argent qu'on investirait pour faciliter la prise en charge de ce matériel informatique pour l'enfant, il serait très très rapidement récupéré dans en fait les améliorations pour le suivi scolaire de cet enfant. Vous avez une multiplicité de sujets sur la RSDAE, ça a été très justement abordé. Il est complètement hallucinant qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes en situation de handicap, sous ce régime 50-80 RSDAE, si vous travaillez plus d'un mi-temps, vous voyez supprimer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Oui. Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que si vous avez un emploi à 20 heures lié à une fatigabilité, par exemple, qui vous est proposé, vous le refuserez parce qu'il est plus intéressant de vivre avec l'AH, qui est au-dessus de 1 000 € aujourd'hui, qu'avec un 20 heures payé au SMIC. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être adressées. Et l'idée avec ce travail un petit peu collectif que je souhaite porter, et la balle est aujourd'hui dans le camp de Madame la Ministre, il y a plus de 200 parlementaires qui ont signé pour avoir ce temps de travail gouvernemental sur la base de l'article 48. L'idée, c'est vraiment de faire de cette année 2025 un moment fort pour essayer d'approfondir l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap sur énormément de champs, avec une entrée qui serait, mais évidemment tout cela est sujet à discussion, la citoyenneté, pour glisser ensuite du diagnostic précoce de la petite enfance jusqu'aux personnes handicapées vieillissantes, en passant sur des questionnements sur les barrières d'âge, sur des questionnements sur l'emploi, l'accès à la culture, aux loisirs. Ça a été évoqué dans les propos liminaires, qui font aujourd'hui l'objet de beaucoup de difficultés pour un très grand nombre de nos concitoyens. Et en son sein, dans ce texte de loi, moi j'ai une sensibilité plus particulière au niveau des TND, parce que je pense que sur les troubles 10, pardon de les évoquer de façon assez générale, il y a beaucoup d'améliorations qui sont assez peu coûteuses, qui peuvent être mises en place, notamment au niveau de l'école. Et en tout cas, c'est l'ambition que je porte. Une loi qui est une loi d'humilité. Je crois que le mot a été énoncé par Marianne Monchamp avec beaucoup de justesse. Et une loi d'utilité. Ça, c'est le deuxième volet pour essayer de faire en sorte que dans ce contexte politique qui est quand même très particulier, où il est difficile de dégager des majorités, alors qu'on demande dans ce contexte géopolitique
politique extrêmement fragile, l'unité nationale. Je crois qu'on ne peut pas la faire sans la cohésion sociale. Et le handicap est un sujet qui pourrait regrouper les deux assemblées, tous les bords politiques, et c'est pour ça que d'ailleurs cette initiative, elle est coportée avec un député des Républicains, qu'on a rencontré le président de la Commission des Affaires sociales du Sénat, qu'on a Madame Le Nabour, qui est députée EPR, Olivia Grégoire, qui soutient la démarche, Sébastien Pétavy, évidemment, qui a porté de nombreuses avancées. Voilà l'idée, voilà l'impulsion. La balle est dans le camp de Madame la Ministre et je sais que les associations auront un rôle extrêmement important à jouer. Le collectif handicap a porté des propositions et sous le véhicule d'un projet de loi, donc d'initiative gouvernementale, et c'est ça qu'on propose au gouvernement. On aurait aussi, parce qu'il ne faut pas non plus se soustraire du monde réel, hein, on a des contraintes budgétaires qui sont importantes, la possibilité pour le gouvernement de maîtriser budgétairement en fait les impacts qui seraient, je pense, pour beaucoup de mesures, pas si important. On n'est pas obligé d'avoir une révision globale ou de la PCH si on n'est pas en capacité de le faire à l'instant T pour des questions budgétaires. Mais en tout cas, c'est une loi, à mon avis, qui serait utile pour essayer d'approfondir et d'améliorer l'impulsion qui a été donnée en 2005, qui a été quand même assez remarquable dans son ambition et qui démontre, je crois que Marianne Monchamp a parlé de la volonté du président Chirac à l'époque, que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et moi, j'ose espérer que dans ce contexte politique un peu fragmenté, le handicap puisse permettre de réunir l'ensemble des sensibilités politiques autour d'une ambition commune. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez donner un exemple des ajustements auxquels vous avez songé, avec lesquels vous travaillez, notamment en ce qui concerne les TND? Vous avez parlé de l'école. Oui. Vous avez parlé aussi... il y a plein de choses. Le matériel pédagogique adapté que j'évoquais, en fait, par exemple, qui est souvent un ordinateur, il ne se limite pas à ça. Ça peut être aussi des livres adaptés qui pourraient être fournis et mis à disposition des établissements scolaires. Moi, je suis choqué, par exemple, qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des aménagements qui sont proposés au niveau des examens, au niveau du brevet, lorsque vous arrivez au niveau du bac, on vous les refuse. Donc, si vous voulez, il y a des automaticités à apporter, il y a des questions d'organisation aussi. Quand on passe au collège, les parents font souvent du nomadisme auprès des professeurs pour expliquer les spécificités de leurs enfants au niveau des besoins d'apprentissage. Il y a besoin aussi d'avoir une régulation et peut-être de changer le paradigme pour que ce soit l'école et les enseignants qui se mettent à disposition des parents d'élèves pour voir comment en fait on dialogue avec les parents pour la question des aménagements pédagogiques lorsqu'il y en a besoin. Et puis je pense, et je vais dire ça ici, je pense que je serai entendu, il y a des questions de prise en charge aussi de certains accompagnements qui sont aujourd'hui assez défaillants, qui sont par le prisme de l'AEH, je pense à psychomotricien, je pense à l'ergothérapie, qui pourrait faire l'objet, notamment ça a été évoqué quand il y a des PAP, de petits forfaits, ou en tout cas de dispositifs d'accompagnement un peu plus réduits peut-être, pour en gros qu'on ait ses premiers pas au niveau des troubles 10. Après, sur le handicap, évidemment, le sujet est extrêmement plus vaste. Hein. On n'évoque pas de la même façon une dyspraxie qu'une situation qui va toucher une maison d'accueil spécialisée. Mais en tout cas, l'intention, elle est là. Et l'idée, c'est d'être vraiment en dialogue. Et j'ose espérer que ce chantier il sera ouvert pour trouver les points d'amélioration concrets qui changent de façon déterminante le quotidien des familles et des personnes en situation de handicap qui sont concernées. C'est vraiment ça. Humilité, utilité, et essayer d'avoir, à l'occasion de ces 20 ans de la loi de 2005, ces 50 ans de la loi de 75 aussi, qu'on va célébrer avant l'été, un texte qui soit un texte un peu du témoignage, du maintien de cette volonté partagée, qui est, à ce niveau-là, plutôt dans les grands principes, un texte d'égalité et de respect pour les personnes qui sont malheureusement en situation de handicap et limitées dans certaines activités de leur vie quotidienne. Merci beaucoup, monsieur le député. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui, vous pouvez donner un micro. D'accord, ok. Bonjour, donc je suis Jean-Claude Petit, je suis dyspraxique et papa d'enfants dyspraxiques. Donc c'est la joie de vivre à la maison. Juste une petite chose toute simple pour venir sur le côté pratique. Mon fils, quand il a changé... moi j'habitais La Rochelle, on a divorcé, on est parti à Épernay et il avait un ordinateur, il a fallu qu'il change d'ordinateur parce qu'on n'était pas dans le même département.
Avec la Voilà. MDPH? Avec la MDPH, ouais, tout à fait. Donc sympa, quoi. Il a été 6 mois sans ordinateur quand on est arrivé à Épernay. Donc la galère, quoi. Après, quand on parle du sport, je suis référent sport santé au niveau de la Ligue Grand Est de rugby. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes dyspraxiques ne seront connues par aucune fédération, ni par la fédération adaptée, ni par la fédération handisport. C'est-à-dire qu'on est nulle part. Et quand on parlait d'identification tout à l'heure, eh bien là, on est dans un cas concret. C'est-à-dire qu'on n'existe pas. Quand vous voulez vous affilier à une fédération, moi j'ai fait la démarche, donc quand j'ai été reconnu dyspraxique, j'ai voulu m'adhérer à une des fédérations, on m'a dit non, vous êtes nulle part. Bon, mais c'est pas grave, et j'ai demandé il y a 1 an encore, j'ai demandé il y a encore 1 an. Donc voilà, ça fait partie des petites choses. Moi je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle Dysférence. Là, je suis en train d'écrire, j'ai la volonté d'écrire un 2e livre avec des enfants 10 dans un collège. D'accord ? Il y a 1 an, on m'a fait comme réponse, on ne vous accompagnera pas dans ce livre parce que vous allez stigmatiser les enfants à vie en faisant ce livre. Voilà ce que l'Éducation nationale m'a répondu. J'en pleure encore. Merci. Juste pour une précision, pour les fédérations de sport, ça va dépendre du trouble associé. Voilà. S'il y a autre chose qu'une dyspraxie, si c'est Sport adapté. plus moteur, plus visuel, s'il y a autre chose, on va dans une fédération ou une autre, voilà, ou en milieu ordinaire. Attends, il veut rebondir. Non, je voulais juste rebondir par rapport à la Fédération française handisport. DFD a signé une convention en 2018 avec la Fédération française handisport. Il est possible de prendre une licence handisport au titre de sa dyspraxie. Ça, c'est possible. Par contre, on ne peut pas faire les championnats du monde ou les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques au titre d'une dyspraxie parce qu'il faut que le handicap soit reconnu au niveau international. Ça, c'est très compliqué. Mais en tout cas, pour faire du sport dans un club handisport, il est tout à fait possible d'en faire au titre de sa dyspraxie parce que nous avons fait modifier la licence. Monsieur le député, vous voulez intervenir? Oui, mais comme je me vois que moi-même, donc c'est un peu désarçonnant, mais c'est pas très grave. Je ne veux pas perturber, mais je voulais juste rebondir sur cette histoire de changement de département et sur en fait, comment il faut réinterroger aussi les modalités d'intervention. Aujourd'hui, très clairement, je pense qu'il est plus coûteux et moins efficace de faire acheter les ordinateurs par l'Éducation nationale plutôt peut-être que de déléguer cette possibilité par le biais d'un forfait d'achat et des préconisations directement vis-à-vis des familles. On a aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont très consommateurs de main-d'œuvre, peu efficaces. On a besoin aussi de réinterroger certaines choses. Et d'ailleurs, j'étais assez interloqué sur la question, le fait que les guides barèmes soient évoqués. Il y a besoin aussi d'avoir un vrai travail de toilettage sur pas mal de mise en œuvre effective. Et je pense que ça, c'est des sujets qui pourraient améliorer concrètement les choses. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent vraiment pourrir la vie d'une famille et c'est extrêmement complexe quand vous changez de département, parfois de faire basculer les droits d'une collectivité à l'autre. Merci beaucoup. On va finir. Effectivement, il est prévu, il y a eu une annonce qui a été faite par la ministre Étienne Poella. Je pense qu'on en parlera lors de la table ronde numéro 3. Un choc de simplification des MDPH. Donc je pense que c'est dans les chantiers en cours, mais on posera des questions dans la table ronde numéro 3 pour savoir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour améliorer la vie des adultes et des enfants avec un trouble du développement de la coordination. On prend une dernière question, oui. Alors, je me présente Karine Pescara. Je suis moi-même en situation de handicap, mais rien à voir avec les troubles 10. Mon fils est dyspraxique. Alors, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Monchamp, si j'écorche pas votre nom. Je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport au rôle de l'école, en fait, qu'il fallait renforcer l'accessibilité et que l'autonomie ne se décrète pas. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, moi, je passe à mon fils est notifié. Donc, la MDPH a joué son rôle. Elle a notifié un PPS, qui est un droit opposable. Et le problème, moi, c'est la partie après. C'est l'application, la mise en application en établissement. Par l'école ? Oui. Et malgré que ce soit un droit opposable, quand vous demandez à ce que ce soit mis en place, on vous dit, mais vous exigez. Ce terme-là, je l'entends depuis 2 ans. Oui. Ça se passait très bien avant, et puis là, depuis 2 ans, c'est un peu compliqué. Et justement, malgré que la MDPH ait fait le nécessaire,
c'est la mise en place. Et le problème, en fait, ce que j'ai remarqué depuis autant d'années, c'est que même s'il y a une référente, le problème, c'est qu'elles sont débordées, elles ne sont pas joignables. Dans certains départements, dans le mien, c'est le cas. Et elle a beau faire son travail et elle n'est pas joignable, donc on ne peut pas avoir d'échange, c'est très compliqué. Et il n'y a pas de... Comment vous expliquer ça ? La MDPH, elle notifie un aménagement, sauf que sur le terrain, il n'y a personne qui va aller vérifier si c'est bien appliqué ou pas. Et quand vous, en tant que parent, vous demandez à ce que ce soit mis en place, moi, par exemple, mon fils devrait avoir 12 heures, il n'a même pas 4 heures. Alors qu'avant, il les avait, on les a enlevés, on les a mis à quelqu'un d'autre. Oui. Et je comprends qu'il y a des problèmes de budget, tout ça, j'ai compris. Sauf que quand on laisse trop de pouvoir, par exemple, à un chef d'établissement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous jugeons mal. Un point sur l'accessibilité quand même, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut augmenter l'accessibilité. Nous, on milite vraiment pour ça. Hein. D'ailleurs, on disait en formation bénévole et on se forme à être formateur pour les enseignants notamment. L'accessibilité, c'est très bien. On veut plus d'accessibilité. Moi, j'attire juste l'attention sur une chose, c'est qu'on fait pas l'accessibilité, on décrète pas l'accessibilité. Et on dit, on supprime la compensation. Non, quand l'accessibilité sera là, on enlève la compensation. Tant que l'accessibilité n'est pas là, c'est pas parfait, hein, l'AESH. On n'est pas tous là à vouloir des AESH pour les enfants. Mais tant que l'accessibilité n'est pas là, surtout n'enlevez pas l'AESH parce qu'il est nécessaire. Non, mais c'est un vrai souci. Quelquefois, on nous dit, l'enfant doit être plus autonome. D'abord, on peut être autonome avec un AVS. Hein. On a des personnes adultes qui ont des handicaps et qui ont des assistants de vie et ils sont parfaitement autonomes. Il ne faut pas confondre dépendance et autonomie. Donc l'AESH, ce n'est pas un frein à l'autonomie. Mais par contre, c'est nécessaire tant que l'accessibilité ne s'est pas développée. Il ne faut surtout pas aller trop vite. On ne supprime pas les ESH tant qu'il n'y a pas d'accessibilité. Moi, c'était juste pour rebondir sur le fait de ce que les parents ressentent et que quand ils disent ils sont dans l'échange. Moi, je suis dans l'échange, sauf que tout de suite, on met une barrière en disant mais vous exigez. Et voilà. Et juste, on va conclure. Mais ce que vous avez dit qui est très intéressant, c'est que ça se passait bien avant. Donc, on se rend compte que le système est prof et établissement dépendant ou directeur d'établissement dépendant, ce qui est un problème. Je pense qu'on l'évoquera plus tard parce qu'on doit conclure. Il y a des difficultés à cet endroit-là dans l'école. Il y a des difficultés parce qu'il n'y a pas de médecin scolaire, donc il n'y a pas de mise en œuvre des PAP. Hors PPS, et je ne parle même pas des PPS qui ne sont pas remplis et pas appliqués, mais on en parlera plus tard. Il faut vraiment qu'on conclue. Je suis désolée. Merci. Excusez-moi, Merci. Juste par rapport à l'éducation, quand les enfants passent leur diplôme, mon fils, deuxième année de maternelle, enfin voilà, dyspraxique, les diplômes, donc il y a le tiers-temps, et là pour l'avoir, c'est très difficile, c'est très compliqué. Donc il faut se battre. Et les médecins scolaires, il n'y en a plus. Donc ça, c'est pareil. Donc pour passer leur diplôme, il faut absolument que les enfants soient accompagnés. Voilà. Alors, c'est très important. Je réponds. Sur les médecins scolaires qui sont manquants, ça crée des situations aujourd'hui où il y a des priorisations sur les PAP, c'est-à-dire que selon la classe d'âge, il y a des académies qui écrivent aux parents d'élèves. Moi, j'ai eu accès au courrier pour dire qu'il n'y aura pas d'application du PAP, par exemple, en 5e, parce que c'est des années où il n'y a pas d'examen. Et il y a une grande difficulté aujourd'hui à Paris, dans les établissements privés, où quand il n'y a pas de médecin scolaire, il n'y a pas de validation des PAP. On a considéré que c'est des PAP de complaisance par des médecins de famille, et donc il n'y a pas d'application et de mise en œuvre des aménagements aux examens, notamment du tiers-temps. Mais ça, on pourra en reparler plus tard, si vous voulez, à la pause. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pénuries à plein d'endroits qui créent des situations. Et ce qu'on voit, c'est que les trajectoires de vie des enfants et les parcours scolaires notamment ne sont pas les mêmes selon la situation familiale, le milieu socio-professionnel et l'implication des parents, ce qui crée une très très grande inégalité, alors que l'idée de la loi, et c'est bien dans l'esprit de la loi, c'était l'égalité des chances, mais il y a des difficultés de mise en œuvre. Allez-y pour conclure, merci. Non, je ne me permettrai pas de conclure parce que je me retrouve tout à fait dans ce que vous venez de résumer. Je voulais dire que nous, à l'OCIRP, ce que nous accordons, donc l'OCIRP, c'est une union d'institutions de prévoyance non lucratif. Donc vous êtes directrice générale. Donc je suis la DG, mais pas le week-end. Mais oui, nous accordons une attention particulière à la situation des orphelins et de ceux qui, parce qu'ils ont perdu un de leurs parents et qu'ils sont en situation de handicap, peuvent effectivement voir leur situation personnelle profondément bouleversée. Et nous sommes en train de soutenir une thèse d'une doctorante de l'université de Grenoble-Alpes
avec le CNRS autour de la transférabilité des apprentissages pour les jeunes qui vivent avec une dyspraxie. L'idée étant de regarder comment on peut soutenir effectivement la transférabilité des apprentissages. La situation de famille, c'est ce que je voulais évoquer à travers ce rebond de conclusion. Merci à tous, merci Monsieur le député et bon après-midi.